Et vous, monsieur, dites-nous quelque chose. Je suis très émotionné de voir toute cette belle armée qui nous fait réellement notre joie à tous. Et je crie vive la France et vive les Alliés. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées... Le 8 mai 1945, à Berlin, la France a reçu aux côtés des États-Unis, de l'Union soviétique et de la Grande-Bretagne la capitulation inconditionnelle du Troisième Reich. La France compte parmi les 4 grands qui ont vaincu le nazisme. En fait, elle n'est pas sur un pied d'égalité avec ses alliés. Comment oublier l'effondrement de la France en 1940? Comment oublier que de 1940 à 1944, sous l'autorité du maréchal Pétain, le chef de l'État français, le gouvernement de Vichy a collaboré avec le Reich? L'appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940, l'existence dès cette date de la France libre, le courage et l'héroïsme des résistants, la présence des soldats français sur les différents champs de bataille ne peuvent changer la réalité. La France n'a pris qu'une part modeste dans la victoire. La petite fille Espérance n'a plus beaucoup de force. Comme tant de petites filles, peut-être ne mange-t-elle plus à sa faim. Il faut que nous y prenions garde. Les enfants continuent de mourir beaucoup en Europe, même là où il n'y a plus d'Allemands pour les massacrer. François Mauriac, Le Figaro, 23 mars 1945. La France est en ruine. Maisons et usines détruites, 18%. Outillage industriel détruit, 40%. Locomotives et wagons détruits, 65%. Cargo coulé, 87%. Il y a plus d'1 million de familles sans logis. Dans les villes détruites, plusieurs ménages s'entassent dans le même logement, quand ils ne sont pas réduits à camper dans des wagons désaffectés ou des caves. Aujourd'hui, il paraît inconcevable d'aller chercher de l'eau à la fontaine. C'était un geste courant de la vie quotidienne en 1945. Dans les hôpitaux parisiens, des bébés meurent de froid. En 1939, on comptait 63 cas pour 1000 de mortalité infantile. En 1945, le pourcentage passe à 110. Donc sur 900 000 enfants, 100 000 seraient morts avant d'atteindre leur première année. L'hiver est un des plus rigoureux que la France ait connu. Faute de charbon, on ne peut se chauffer. Des associations viennent en aide aux plus démunis. Il faut les nourrir. La pénurie affaiblit la résistance à la maladie.
le nombre des diphtériques a doublé depuis 1941. Celui des cas typhoïdes a triplé de 38 à 43. Et quant au nombre des tuberculeux dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, il a pris une extension de 74%. Toutes les maladies sont en progression dans les villes. Le manque de nourriture, le manque de charbon, le manque de médicaments sont les moteurs de ce drame muet qu'il faut conjurer. Et pour le conjurer, il faut pouvoir manger. Il va falloir procéder à une vaste revision de la santé française. Organiser un contrôle médical de tous les Français, comme à Montreuil, où tous les habitants ont été conviés à se faire examiner. Il va falloir créer ou agrandir les SANA, où se rétablira la santé compromise de la France de demain. Donner à ces enfants affaiblis ou malades l'air pur, la chose la moins coûteuse et la plus chère. Il s'agit de savoir si nous préférons les jardins au cimetière, si nous voulons des enfants beaux et forts. Il s'agit de savoir si le timbre antituberculeux sera encore l'aumône qu'on fait, ou plutôt la vie qu'on sauve. Les restrictions continuent malgré la fin de la guerre. Tout est rationné. Chaque Français possède une carte d'alimentation. Il faut des tickets pour faire son marché. On a droit à 300 grammes de pain par jour. La totalité des rations équivaut à 900 calories par jour, ce qui est notoirement insuffisant. Mais avec de l'argent, on peut tout acheter. Le marché noir, strictement interdit par la loi, est en pleine activité. Les prix y sont de 3 à 10 fois supérieurs aux cours officiels. Le marché noir se met à l'heure américaine. Cigarettes, chewing-gum et banilon. Imaginez ce qu'est la vie quotidienne sans électricité. Elle est coupée de 9h30 à 17h et rétablie 1 heure pour le déjeuner. Imaginez ce qu'est un déplacement dans un train bondé quand il faut 24 heures pour aller de Paris à Nice. Malgré ses 40 millions d'habitants, la France est un pays sans hommes. Plus de 2 millions sont en Allemagne. 1 200 000 prisonniers de guerre, 700 000 travailleurs au titre du service du travail obligatoire, le STO, et 200 000 déportés. Mai 1945 voit leur retour en France. Nous-mêmes, nous n'avons su qu'en rentrant l'étendue, les dimensions épouvantables de ce qu'on a appelé la Shoah. Madame Geneviève Antonius de Gaulle, une nièce du général, a été déportée à 21 ans pour ses activités de résistante. Il y a des retours des déportés parce que les retours ont été extrêmement divers. Il y a une grande inégalité. D'abord, certains d'entre nous, la plupart, ont retrouvé une maison dévastée, une famille qui avait elle aussi disparu, mari fusillé, fils ou fille mort aussi en déportation. Et d'autres, c'est mon cas, qui étaient plus jeunes souvent, ont recommencé une nouvelle vie. Et enfin, je me suis mariée. Et j'ai eu mon premier enfant. Et je pense que pour celles qui, comme moi, ont eu cette immense joie, c'était la réconciliation avec la vie. C'était pas si facile, vous savez, même quand on est très jeune, même quand on n'a pas eu les grandes épreuves du retour, c'était pas si facile de retrouver la vie. Tant de choses nous habitaient, tant de souvenirs, une expérience tellement terrible, tellement incommunicable. Mais nous voulions vivre. Et cet enfant tout neuf, comme ça, dans mes bras, c'était la vie qui recommençait. Et cependant, je dois le dire, en regardant ce nouveau-né, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au nouveau-né qu'on avait assassiné dans les camps. Et je pense que nous ne quitterons ces dernières choses qu'avec notre propre vie. Le général de Gaulle préside depuis 1944 le gouvernement provisoire de la République française. Gouvernement formé pour l'essentiel par d'anciens résistants représentant toutes les tendances politiques, y compris même les radicaux et les modérés. Il a 54 ans. Il exerce aussi des fonctions de chef de l'État.
Car la France de 1945 n'a plus d'institution politique. La Troisième République ayant disparu en 1940, quand elle a confié le destin de la France au maréchal Pétain. De Gaulle est le symbole vivant de la liberté retrouvée. Pour le général de Gaulle, le relèvement de la France, sa reconstruction, sa modernisation, le fonctionnement de la démocratie nécessitent des institutions stables et fortes. Un chef d'État doté de pouvoirs réels, une constitution voulue par la majorité des Français. Le recours au référendum est donc indispensable. Le débat constitutionnel pose le problème fondamental. Qui exerce le pouvoir? En France, ce débat n'est jamais vraiment tranché. Et les discussions de nos jours rappellent étrangement celles de l'après-guerre, quand bien même les rapports de force n'ont plus rien de commun. Une image peut mentir. Les images que l'on montre toujours de 1945 mentent par omission, en occultant le drame qui, le 8 mai 1945, se produit dans un département français d'Algérie, à Sétif. Une manifestation nationaliste se termine par des massacres d'Européens. La répression est impitoyable. Abdelkader Rahmani est un des rares officiers musulmans de l'armée française. La plupart des jeunes algériens étaient dans l'armée sous l'uniforme, ils n'étaient pas encore démobilisés, puisque nous-mêmes, nous étions 4 garçons mobilisés, nous étions dans l'armée française. Les gendarmes se sont présentés à la maison, au domicile, ont demandé à notre père de nous livrer. Le père a dit, mais enfin mes enfants sont sous l'uniforme, ils sont dans l'armée française, ils ne sont pas là. Les gendarmes n'ont pas voulu le croire, ils ont fouillé partout, ouvert les armoires, regardé sous le lit, sont descendus dans la cave, en disant à notre père, nous voulons absolument avoir vos enfants. Le père a dit, ben, voici leur adresse, adressez-vous dans leur régiment. Et c'est ainsi que nous avons pu échapper à la mort. Je ne serai pas là aujourd'hui. J'aurais été projeté d'un avion sur les rochers de Kapaukas. Les événements de Sétif du 8 mai 1945 constituent les prémices d'une des plus grandes fractures de notre histoire contemporaine, la guerre d'Algérie. Les Français veulent rayer de leur histoire les 4 années de l'occupation. À la Libération, et durant les jours qui l'ont suivi, 8 à 9 000 exécutions sommaires ont eu lieu. Par la suite, plus de 120 000 personnes seront jugées par les tribunaux pour leur attitude sous l'occupation. Plus de 7 000 seront condamnés à mort. 1 400 seulement seront exécutés. Après 4 années d'un régime totalitaire qui exécuta et mit hors la loi des centaines de milliers de Français, l'épuration fut somme toute mesurée. Elle ne satisfait personne, les uns la trouvent trop modeste, les autres la jugent excessive. Une haute cour de justice est créée pour juger les responsables du gouvernement de Vichy. Dans l'été 1945, le maréchal Pétain est condamné à mort et gracié. Pierre Laval, chef du gouvernement de Vichy, est exécuté. La France de 1945 est un pays ruiné. Elle dispose cependant de richesses énormes. Avec son agriculture, ses mines de charbon et ses hauts fourneaux, elle a encore tout pour être une des premières puissances industrielles et agricoles du monde. Mais dans tous les domaines, la production s'est effondrée. Elle est loin d'atteindre les chiffres de l'avant-guerre. La destruction des voies ferrées rend le ravitaillement difficile. Les Américains, comme ils le font avec tous les autres pays d'Europe occidentale, viennent en aide aux Français. Le Canada et les États-Unis commencent à charger à destination de nos ports le blé qu'ils nous livreront mensuellement à raison de 140 000 tonnes pour la métropole et 200 000 tonnes pour l'Afrique du Nord. Et par la grâce des Liberty Ships,
promus ravitailleurs pacifiques, du coton, de la laine, des matières premières, arriveront avec 200 000 tonnes de matières grasses, huile, beurre ou lard. Tout cela va converger vers les marchés réguliers. On reverra les pommes frites et le beefsteak. Et c'est même sûr qu'il y aura du beurre avec. Sans compter que pour l'amour, on en a déjà tous les jours. Et hop, on s'en sortira, on s'en tirera, comme toujours en France. Ça vient tout doucement, mais ça vient sûrement. Nous pouvons convoquer l'espérance. Et hop, on s'en sortira. Deux forces politiques dominent le pays, le général de Gaulle et le Parti communiste. Avec près d'1 million d'adhérents, le parti a la haute main sur la classe ouvrière grâce à la CGT. Il exerce une sorte de dictature morale. Ses sympathisants sont nombreux dans toutes les professions. Au Comité national des écrivains, on retrouve des non-communistes tels François Mauriac, avec les gloires du parti, Elsa Triolet et Louis Aragon. Son journal L'Humanité est le premier quotidien national du matin. Il tire à 370 000 exemplaires. Pendant que la fête centrale se déroule ainsi sur la clairière, Maurice Thorez, secrétaire général du parti, accompagné de Georges Cognot, rédacteur en chef de l'Humanité, pénètre sur les lieux de la fête. L'harmonie des mineurs d'Hénin-Guettard salue leur arrivée aux accents de la Marseillaise. Fort du rôle essentiel joué par l'Union soviétique dans l'écrasement de l'Allemagne hitlérienne et du courage de ses militants sous l'occupation, le Parti communiste veut s'attribuer le monopole du patriotisme. Il espère arriver rapidement au pouvoir par les voies pacifiques et démocratiques, pratique la politique de la main tendue à l'égard des républicains populaires et surtout des socialistes, en dépit de leurs divergences fondamentales sur le fonctionnement de l'État. La reconstruction est son cheval de bataille. Le relèvement de la France, qui exigera de nous tous un effort tenace et prolongé, ce n'est pas la tâche d'un seul parti, non plus que de quelques hommes d'État. C'est la tâche des millions de Françaises et de Françaises. C'est la tâche de la nation tout entière. Maurice Thorez est secrétaire général du Parti communiste. Condamné pour désertion en 1939, il a vécu la guerre à Moscou. En novembre 1944, il est gracié par le général de Gaulle. En janvier 1945, il l'accueille à Ivry, bastion communiste. Vous voilà revenu dans votre fief? Mais ce n'est pas mon fief, dit Maurice Thorez. Vous en voulez plus? Maurice Thorez ne répond pas. L'Union française constitue un des rares points d'accord entre le général de Gaulle, les communistes, les socialistes et les républicains populaires. Tous veulent conserver à la France, sous une forme nouvelle, son empire colonial, le second au monde. Voilà les possessions de la France outre-mer. Elles sont coloriées en rouge. AOF, AEF, Algérie. Nous possédons ainsi 4 millions de kilomètres carrés, plus de 7 fois la superficie de la métropole. Guadeloupe, Sénégal, Martinique, Cochinchine, Cambodge. En Indochine, les Français ont été évincés par les Japonais pendant la guerre. À la capitulation japonaise, les Américains et les Britanniques assurent l'ordre. Le 5 octobre 1945, le général Leclerc relève les troupes alliées. Sa mission est de rétablir les positions françaises dans la totalité de l'Indochine. Le 21 octobre 1945, les Français sont appelés à se prononcer par référendum sur les nouvelles institutions et à élire leurs représentants à l'Assemblée. Contrairement au général de Gaulle, partisan d'un exécutif fort, les communistes veulent que l'Assemblée nationale ait tous les pouvoirs. Deux questions sont posées aux électeurs. Première question, voulez-vous que l'Assemblée élue ce jour soit une Assemblée constituante? Répondre oui à cette question signifie le rejet définitif de la Troisième République. Deuxième question, approuvez-vous l'organisation provisoire des pouvoirs publics indiquée dans le projet qui vous est soumis? Ce texte, qui correspond à la volonté du général de Gaulle, limite les attributions de l'Assemblée.
Répondre oui à cette question implique une approbation des conceptions du général de Gaulle. Le 21 octobre 1945, 96% des Français, par leur oui à la première question, se prononcent pour des institutions nouvelles, et 66% par leur oui à la seconde question, pour une assemblée au pouvoir limité. C'est une défaite pour les communistes, qui gagnent cependant les élections législatives avec 160 élus. Les socialistes en ont 142 et les républicains populaires 151. C'est la première fois dans l'histoire de France que les communistes sont le premier parti et détiennent, avec les socialistes, la majorité absolue. Ayant obtenu le droit de vote à la Libération, les femmes votent pour la seconde fois dans l'histoire de France. Quelles sont vos professions? Nous travaillons dans un restaurant, je suis serveuse et moi caissière. Est-ce que vous êtes partisan du vote des femmes? Je suis très partisane du vote des femmes, oui. Et vous, madame? Et moi, je suis contre. La femme doit tenir son rang au point de vue social en France. D'ailleurs, dans tous les pays étrangers, les femmes votent et en France, justement, nous sommes très en retard là-dessus. Naturellement, les femmes doivent voter, les hommes votent bien. Cette enseigne ne sera plus seulement un point de ralliement masculin. Nos belles amies, à qui on avait donné récemment la carte d'électeur, ont eu droit aussi à la carte de tabac, mais à une carte de format réduit, réduit à une décade mensuelle. Ces petites bouches, tout le monde le sait, ne peuvent fumer plus de 40 cigarettes par mois. Les Français, coupés du monde extérieur pendant 4 ans, veulent rattraper le temps perdu. Ils découvrent le jazz. Le besoin de s'exprimer et de s'informer est tel que jamais la France n'a compté un si grand nombre de publications, quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Et pourtant, la pénurie de papier oblige les quotidiens à paraître sur 2 pages recto-verso. Le 1er octobre 1945, Jean-Paul Sartre fonde Les Temps modernes. En fait, n'est-ce pas, l'existentialisme, c'est une philosophie. Philosophie, c'est-à-dire quand même un effort des gens pour s'interroger sur eux-mêmes. Cette philosophie nous oblige à un choix politique, et nous oblige à lutter contre la situation présente. La grande idée de l'existentialisme, c'est précisément de lutter contre le sentiment d'impuissance. Nous pensons que l'homme n'est jamais impuissant que lorsqu'il est persuadé qu'il l'est. L'image traditionnelle de Paris, capitale de la mode, redevient réalité. Cette charmante jeune femme compte parmi les jeunes femmes de Paris qui n'ont rien à se mettre. L'heure est grave. Voici un joli manteau que présente Carven à un jeune couturier qui donne une ligne jeune. Un col et des parements de léopard mettent une note de férocité qu'il faudra bien adoucir par un sourire. Heureux qui fera tomber les ceintures de cet angélique enfant, disait le poète. Une ceinture, tantôt cachée, tantôt visible, comme un amour. De coster encore cette robe qui permet d'être swing, image de Paris, aussi captivante que les images d'Épinal de notre enfance. Au cinéma, on se passionne pour Les Enfants du paradis de Marcel Carné. Et la symphonie pastorale, adaptée du roman d'André Gide, sort sur les écrans. À la radio, on découvre de nouveaux talents. C'est une grande vedette aujourd'hui, une très grande vedette de demain de la chanson. Une grande vedette qui monte. C'est Yves Montand. Les actualités cinématographiques le filment. Dans mon usine de Puteaux, on peut dire que j'ai le fin boulot. Et ça fait bien 365 jours de long que je vise toujours le même sacré petit boulon. Mais cela ne m'empêche pas de chanter. À tous les sons
saluer mes patrons et des habitués. Garçons et filles, c'est ma famille. Partout ailleurs, je ne suis rien à l'une à part. Je suis quelqu'un, vive l'une à part, et vive la joie. La France nouvelle se construit à la force du poignet. Les techniciens accomplissent des tours de force. Près du quart des 4000 ponts détruits est reconstruit en quelques mois. Et surtout, le gouvernement met en œuvre les grandes réformes voulues par le Conseil national de la résistance. Les nationalisations qui doivent permettre le relèvement de l'économie se succèdent à un rythme accéléré. À la Libération, il y a eu une première vague de nationalisation. Les usines de Louis Renault, inculpées de collaboration pendant la guerre, deviennent la Régie nationale des usines Renault. Ensuite, c'est le tour des houillères du Nord et du Pas-de-Calais, puis de la marine marchande. En 1945, c'est la création d'Air France et la nationalisation du crédit. En 1946, celle de l'électricité, du gaz et des assurances. La reconstruction est dirigée par un commissariat au plan, institution unique en Europe. Jean Monnet en est le premier commissaire général. La France est maintenant à la croisée des chemins. Si elle s'engage délibérément dans la voie de la modernisation, elle peut augmenter très rapidement sa capacité de production et sa productivité. Elle peut alors espérer non seulement atteindre dès 1950 un niveau de vie supérieur à celui de la meilleure année, c'est-à-dire 1929, mais aussi parvenir alors à équilibrer par ses exportations sa balance des comptes. Jean Monnet est inconnu des Français. Il le fut sa vie durant. Ce financier a déjà joué un rôle important avant et pendant la guerre dans les relations internationales. Par la suite, il fut l'un des pères de l'Europe. Nul en 1946 n'aurait imaginé que les cendres de Jean Monnet trouvent leur place au Panthéon. À la Libération, les responsables sont animés par le souci de construire une société nouvelle, où les inégalités sociales disparaîtront. Quel que soit leur parti, il y a chez eux une foi et un enthousiasme assez touchants. L'illusion de la révolution possible. La mystique de la fonction publique est plus forte que jamais. L'ENA ouvre ses portes rue des Saints-Pères. La transformation se fait en profondeur. Il n'est pas une catégorie de Français qui ne soit l'objet d'un texte législatif. Le fonctionnaire civil reçoit le droit d'adhérer à un syndicat, les militaires le droit de voter. La création de la sécurité sociale rend l'accès aux soins possible pour tous. Pour un foyer modeste, la maladie n'est plus une catastrophe. Le 13 novembre 1945, l'Assemblée constituante doit élire le chef du gouvernement. De Gaulle se garde de poser sa candidature à la présidence du gouvernement et de donner la moindre indication sur son éventuel programme. Ainsi, si l'Assemblée le choisit, il espère avoir les mains libres. Il est le seul candidat admis par le MRP, mouvement républicain populaire qui se veut le parti de la fidélité. Les communistes ne veulent pas rompre avec les socialistes qui approuvent la position du MRP. Ils votent finalement pour De Gaulle. À l'unanimité des 555 votants, l'Assemblée constituante désigne De Gaulle comme le chef du gouvernement provisoire de la République française. C'est la dernière manifestation d'unanimité nationale autour de l'ancien chef de la France libre. 17 journées de tractation entre De Gaulle et les partis politiques sont nécessaires à la formation du gouvernement. De Gaulle menace de démissionner. Finalement, le ministère est constitué le 23 novembre 1945. Maurice Thorez devient ministre d'État. À tout instant et à tout propos, des incidents éclatent entre De Gaulle et ses ministres. Des années plus tard, De Gaulle dira « J'étais seul, De Gaulle était seul ». Le dimanche 20 janvier 1946, il convoque rue Saint-Dominique au ministère de la Défense nationale son gouvernement. À midi, le général de Gaulle annonce à ses ministres « Ma mission est terminée, il me faut me retirer ».
Concernant cette crise politique, je voudrais connaître à peu près votre impression. Je suis un peu écœuré de voir le désaccord qu'il y a entre tous les partis, et entre le général de Gaulle, Thorez, aussi bien tous les partis le Parti communiste comme le Parti socialiste et l'RMRP. Le général de Gaulle nourrissait l'illusion que les partis seraient incapables de gouverner sans lui et qu'il serait vite rappelé aux affaires. Le 23 janvier 1946, les communistes, les socialistes et les républicains populaires décident de former ensemble un gouvernement et signent la charte du tripartisme. Ce n'est pas une alliance dépourvue d'arrière-pensée. Socialistes et républicains populaires redoutent la prise de pouvoir par les communistes. L'Assemblée constituante élit le socialiste Félix Gouin, chef du gouvernement provisoire de la République. Cet avocat de 62 ans, député depuis 1924, a présidé à Alger l'Assemblée consultative. Il est, selon l'écrivain Albert Olivier, un caractère inoffensif. Félix Gouin, comme beaucoup de Français, se passionne pour le sport. Équipes prennent le départ pour les 6 jours de Paris. Épreuve populaire classique, la ronde infernale des 6 jours et des 6 nuits est une des attractions parisiennes les plus appréciées d'un public fanatique. 36 coureurs français et étrangers sont partis pour 144 heures d'effort. Au petit jour, on observe une trêve et les coureurs semblent remplir une formalité. Chardon sert aujourd'hui de facteur. La course d'endurance est aussi dans les tribunes et l'on a vite su renouer avec les vieilles traditions. Les sprints succèdent aux sprints et le public enthousiaste assiste à de magnifiques empoignades. Finalement, les Hollandais Schultz et Boyen, partis grands favoris, remportent l'épreuve devant les Français Serres et Lapéby. En ce printemps 1946, la foire de Paris rouvre ses portes. Dans les stands d'équipements ménagers, les constructeurs français montrent comment, dans un intérieur moderne, les appareils électriques viennent pallier heureusement au manque de personnel domestique. Le capital santé est d'importance et l'hygiène est à l'ordre du jour. Soins corporels, propreté des habitations, entretien des locaux, la technique moderne met à la disposition de la ménagère 1946 les moyens scientifiques et rationnels de faciliter sa tâche et de réduire sa dépense. On teste de nouvelles boissons à la mode. Le plaisir de boire avec une paille. Les traditions reprennent, on fête la mi-carême. Si les ventres ne sont pas lourds, les cœurs restent légers et les jambes agiles. Joyeuse fête de la mi-carême, vous êtes un peu du Paris d'autrefois, un peu du Paris de demain, qui nous console du Paris d'aujourd'hui. Pendant ce temps, le gouvernement et l'Assemblée constituante préparent la nouvelle constitution, puisque les Français ont rejeté le précédent projet. Ce texte reprend les thèses communistes. Une Assemblée nationale dotée de tous les pouvoirs, ce qui, selon Maurice Thorez, permettrait l'instauration en France d'une démocratie véritable. Il appartient aux Français de se prononcer par référendum. Les communistes votent oui pour la nouvelle constitution. Voter oui, c'est voter pour en finir avec le provisoire. La France doit sortir du provisoire. Il lui faut des institutions démocratiques définitives. Il lui faut un gouvernement stable, s'appuyant sur la volonté populaire. Pour cela, Françaises et Françaises voteront oui le 5 mai prochain. La France lui dira non, parce qu'elle sait qu'à tout prendre, mieux vaudrait quelques semaines de plus d'une liberté provisoire plutôt que des années ou des siècles de tyrannie. De Gaulle et le peuple de France n'ont pas libéré la République et la patrie pour les voir sombrer dans une nouvelle dictature. Le 5 mai 1946, avec une très forte participation, 80%, 53% des électeurs votent contre le projet de constitution qui donne tous les pouvoirs à l'Assemblée nationale. Pour la seconde fois depuis la libération, les communistes subissent une défaite.
Le rejet du projet constitutionnel rend nécessaire l'élection d'une nouvelle assemblée constituante chargée d'élaborer une autre constitution et de la soumettre aux Français. Alors, mon cher Max, ça va, oui? Ça va, mon vieux, forcément que je viens de voter. Oui, bien sûr, vous êtes voté. Alors, vous avez voté suivant votre conscience et votre opinion. Bien entendu, c'est bien normal. sûr, Et oui. suivant la politique de l'OSLIP. Ah oui, oui. Moi, j'ai voté pour tout ce qui est contre. Ah ben tiens, c'est curieux, moi j'ai voté contre tout ce qui est pour. Eh ben, bravo. Ce qui est difficile, c'est de choisir une liste parmi toutes celles qui nous sont offertes. Je viens de voir une brave dame, sur les listes qui étaient posées sur la table, elle faisait Amstram, Gram, Piqué, Collégramme, Bourré, Ratatam, Amstram, Gram, donnez-moi celle-là. C'est peut-être une solution après tout. Le 2 juin 1946, les électeurs confirment les résultats du référendum. Communistes et socialistes perdent la majorité absolue. Les Républicains populaires deviennent le premier parti de France. Leur fondateur, Georges Bidault, est élu chef du gouvernement provisoire. Il remplace Félix Gouin. Ce professeur d'histoire de 47 ans qui présida sous l'occupation le Conseil national de la résistance est un homme brillant et fragile. Le 16 juin 1946, 5 mois après son départ, le général de Gaulle sort de sa retraite. Il veut peser dans le débat constitutionnel, faire en sorte que les Français donnent à la France une constitution qui correspond à ses conceptions. Un chef d'État doté de pouvoirs importants, tel est le sens du discours qu'il prononce à Bayeux. C'est un véritable manifeste. Une fois assuré le salut de l'État dans la victoire remportée et dans l'unité nationale maintenue, aucune tâche n'était plus urgente et plus essentielle que de bâtir les institutions nouvelles de la France. Dès que cela fut possible, le peuple français fut donc invité à élire ses constituants tout en fixant à leur mandat des limites déterminées et en se réservant à lui-même la décision définitive. Puis, le train mis sur ses rails, nous-mêmes, nous sommes retirés de la scène pour ne pas jeter dans les luttes politiques ce qu'en vertu des événements nous pouvons symboliser et qui appartient à la nation tout entière. Toute notre histoire, réfléchissez-y bien, c'est l'alternance des immenses douleurs d'un peuple dispersé et des grandeurs fécondes d'une nation groupée, libre, sous l'égide d'un État fort. Les idées contenues dans le discours de Bayeux constituent déjà les fondements de la Ve République. Comme c'est bon, les vacances, et comme il faut les aimer pour vouloir partir. Car les guichets sont avares dans les gares transformées en salles d'attente. Courage et patience, c'est la devise de l'aspirant au départ. D'ailleurs, pourquoi ne pas rester à Paris? À la piscine Molitor, on va couronner la plus jolie baigneuse. Des vedettes habillées en contemplent d'autres, qui le sont beaucoup moins. Madeleine Sologne admire, un mannequin se fait admirer, et les spectateurs attentifs contemplent ce maillot bikini. Pourquoi bikini? Andrex a trouvé, parce que réduite à sa plus simple expression. C'est le 14 juillet et l'on revoit à chaque coin de rue les petits bals populaires.
Michel choisira cependant la robe Don Juan, brodée d'or, qui l'a fait ressembler comme une sœur à cette Donia Elvire, qui fut peut-être le seul amour de Don Juan. Michel Morgan est venu choisir chez Germaine Lecomte ses robes du soir pour les États-Unis, vers lesquelles elle voguera bientôt. Minute assez solennelle que celle où une femme jeune, jolie et célèbre va choisir pour les montrer au monde les robes venues de France qui vont à sa beauté. Certaines villes détruites font l'objet de grandes opérations d'urbanisme. En 2 ans, on produit 2 fois plus de charbon et de ciment, 3 fois plus d'acier qu'en 1945. Le trafic ferroviaire est supérieur à l'avant-guerre. Son rétablissement facilite le ravitaillement. La France continue à bénéficier d'une aide considérable des États-Unis. Dans le port de Cherbourg, qui lentement renaît de ses cendres, des bateaux arrivent à quai. Il s'agit de Liberty Ships qui transporte un premier contingent des 200 locomotives électriques livrées par les États-Unis à la SNCF. Ces machines, que des grues géantes déchargent comme en se jouant, représentent le dernier cri de la technique américaine et peuvent remorquer les plus lourdes charges à la vitesse horaire de 140 km. En dépit des efforts gigantesques, la vie quotidienne reste difficile. Le prix des denrées alimentaires a augmenté de 69% depuis 2 ans. 2 ans après la libération du territoire, le peuple de Paris revendique le droit de manger. Se loger est toujours dramatique pour qui ne dispose pas de gros moyens. Les maisons préfabriquées d'origine américaine sont encore rares dans les communes. En dépit de la lutte du gouvernement contre la vie chère, la situation financière est catastrophique. 318 milliards de déficit budgétaire. L'inflation est galopante. Le pouvoir d'achat a diminué de 25% par rapport à l'année précédente. Le mécontentement grandit. Les syndicats luttent pour la hausse des salaires. La CGT réclame 25% d'augmentation. Les difficultés sociales sont aggravées par un climat politique épouvantable. Les scandales se succèdent. On explique la pénurie des denrées et la hausse des prix par les trafics de certains qui détournent et vendent au marché noir les denrées rationnées. Le scandale des vins est le premier grand scandale de l'après-guerre. Yves Farge, très proche des communistes, est ministre du ravitaillement. Il n'y a pas plusieurs scandales. Il n'y a qu'un scandale, celui de l'impunité dont ont bénéficié les bandes de pillards que nous pourchassons. Je voudrais que vous vous persuadiez que ni les chantages, ni les menaces, ni les pressions ne me feront céder. C'est la santé de la France qui est en jeu, nous irons jusqu'au bout. On ne saura jamais quelle est la réalité de ce scandale, puisque, faute de comptabilité précise, on ignore la quantité d'hectolitres de vin qui aurait disparu. Mais ce scandale est aussi pour les communistes l'occasion de se déchaîner contre leurs alliés socialistes qu'ils rendent responsables de cette affaire. Pour la 3e fois en 1 an, le 13 octobre 1946, un nouveau projet constitutionnel est soumis aux Français. Il est très éloigné des rêves communistes et des conceptions du général de Gaulle. C'est une constitution de compromis. L'Assemblée nationale garde des pouvoirs considérables, mais elle n'est plus toute puissante. Une seconde chambre, le Conseil de la République, est instituée. Le président de la République a peu de pouvoir, plus cependant que sous la Troisième République. Dans une indifférence presque générale, la France adopte la Constitution. 36% de oui, 31% de non, 33% d'abstention. La 4e République est née dans un manque total d'enthousiasme. Voici venir les élections législatives. Citoyennes et citoyens vont accorder leur vote à la formation politique qu'ils jugeront la meilleure. Affiches, mais aussi discussions. En voici une à laquelle prennent part des journalistes politiques dans la tribune de Paris de la radiodiffusion française. Puisque nous en sommes arrivés à la conclusion, nous allons vous demander, messieurs, de nous résumer vos positions respectives.
Louis-Gabriel Robinet, c'est-à-dire Le Figaro. Cher ami, je souhaite ardemment, à la veille des élections, que tous les antimarxistes s'unissent et mettent fin à leur querelle que je considère comme déplorable. Vous faites bien rire, mon vieux. Il y a Moi, pas je de quoi souhaite de rire. tout mon cœur que les marxistes s'unissent pour votre point de vue. infliger à la réaction une défaite sans appel. C'est votre point de vue, vous Mais avez raison. parfaitement, et je le partage. C'est Jean Guimbert, par conséquent franc-tireur. Henri Bénazet. Vous voulez mon sentiment? Une masse d'abstentionnistes désertera encore le scrutin. Le pays se désintéresse du régime, c'est un fait. Je crois que les mois à venir vont sonner le glas de la 4e République. Jean Tedjen, de l'Aube. Le mouvement républicain populaire souhaite évidemment que le 10 novembre, le peuple français lui fasse largement confiance, et en tout cas qu'il envoie à l'Assemblée nationale une majorité républicaine. Enfin, Georges Altschuler, de Combat. Eh bien, pour ma part, je ne suis pas du tout d'accord avec Bénazet. Je suis persuadé que dans quelques semaines ne sonnera pas le glas de la 4e République, et je souhaite de tout cœur que les électeurs, le comprenant, votent en masse aux prochaines élections. Mais, Altschuler, on peut prévoir la chute de la 4e République tout en la déplorant. Ainsi faisait Cassandre en prédisant la chute de l'Empire troyen, n'a-t-elle pas été clairvoyante? Le 10 novembre 1946, les Français élisent leurs représentants à l'Assemblée nationale. Les communistes gagnent près de 300 000 voix. Les républicains populaires se maintiennent. Les socialistes subissent une défaite avec une perte de 800 000 voix. Ils sont cependant en position d'arbitre. C'est cette semaine, évidemment, qu'on aura un nouveau gouvernement. Que feront nos ministres bientôt? Torres, Bidault, Schumann ou Herriot? Oui, que feront ces gentlemen? Herriot, Torres, Bidault, Schumann? Sans doute quelques impôts nouveaux. Schumann, Herriot, Torres ou Bidault? Pour que Marianne soit à l'aise. Bidault, Herriot, Schumann ou Torres? L'Assemblée nationale confie pour 2 mois, jusqu'à l'élection du président de la République, la présidence du dernier gouvernement provisoire à Léon Blum. Ce théoricien du socialisme à l'échelle humaine, ce vieil homme de 67 ans d'une rare culture, a été chef du gouvernement du Front populaire en 1936. Léon Blum a été déporté en Allemagne. Il est usé par les épreuves, conscient de son âge et de sa fatigue. Notre existence ministérielle sera courte. Nous ferons tout ce qui dépendra de nous pour qu'elle soit féconde. Le drame de Léon Blum est de présider le gouvernement qui achève d'engager la France dans ce conflit sans issue qu'est la guerre d'Indochine. En septembre 1945, Ho Chi Minh, le leader charismatique du Viet Minh, le Front de l'indépendance, un marxiste de toujours, a proclamé l'indépendance du Vietnam. La France négocie avec lui. Le 24 mars, en baie d'Along, Ho Chi Minh rencontre l'amiral d'Argentlieu, haut commissaire en Indochine. Nous voulons que la collaboration entre nos deux peuples soit libre, loyale et fraternelle. Nous voulons des collaborateurs, des amis, des conseillers, mais non des maîtres qui nous exploitent et nous oppriment comme avant. Je suis sûr que nous y arriverons. Mais les conflits se multiplient entre les autorités françaises et les troupes du Viet Minh. L'armée française redoute que le Viet Minh s'empare du port de Haiphong. Le 23 novembre 1946, Haiphong est bombardé. La rupture est définitive. Ho Chi Minh exhorte le peuple du Vietnam à chasser les Français par tous les moyens. À l'unanimité, le gouvernement que préside Léon Blum ne juge pas possible de tolérer une pareille attitude. Toute la politique de la 4e République dans l'Union française est dès lors définie. Pas de négociation avec les nationalistes avant le rétablissement de l'ordre et de l'autorité française. Le conflit devait durer 8 années. Indifférente au drame de l'Indochine, la France s'apprête à fêter Noël. Un deuxième Noël de liberté dans les difficultés de la vie quotidienne. Aux petits orphelins de Paris,
l'ambassadeur des États-Unis, Jefferson Caffrey, remet des cadeaux. Et maintenant, tu vas crier bien fort dans le micro, « Vive l'Amérique !»« Vive l'Amérique !» 1, 2, 3 ! Le temps du provisoire est terminé. La France entre dans la 4e République. Le jeudi 16 janvier 1947, à Versailles, l'Assemblée nationale et le Conseil de la République, réunis en congrès, élisent le président de la République, le socialiste Vincent Auriol. Ce sexagénaire député depuis 1924, fidèle parmi les fidèles de Léon Blum, ce résistant de la première heure, fut ministre des Finances du Front populaire. Sous des dehors affables, c'est un homme déterminé. Monsieur le Président du Parlement, Monsieur le Président du gouvernement provisoire, vous m'excuserez si je parviens difficilement à maîtriser mon émotion.